leurs partenaires limitrophes avec une sphère d'influence qui leur est propre. Tel que nous l'avons vu plus tôt, nous faisons tous partie de la toile d'araignée. Cependant, la portée de notre influence est limitée. Sur ce diagramme, le cercle bleu nous représente nous et en rouge nos partenaires limitrophes. Et en vert, c'est leurs partenaires limitrophes à eux. C'est une version simplifiée de la réalité, mais nous voyons en fait l'effet cascade que peut avoir l'influence. On peut choisir les partenaires limitrophes soit en fonction de l'influence qu'on aimerait exercer sur eux, soit en fonction de l'influence qu'on aimerait qu'ils influencent sur leurs partenaires. Par exemple, je pourrais choisir de travailler avec des infirmières car je cherche à influencer le travail directement de ces infirmières-là. Ou je pourrais choisir de travailler avec ces infirmières car je sais qu'elles auront une influence sur les jeunes de la communauté. Il y a donc plusieurs critères qui entrent en jeu lors de la sélection des partenaires limitrophes. Afin d'évaluer et de mesurer le changement dans le comportement des partenaires limitrophes, la cartographie des incidences nous propose le concept de marqueurs de progrès. Il est possible d'avoir de 3 à 30 marqueurs de progrès pour chacun de nos partenaires limitrophes. Les marqueurs de progrès sont des indicateurs gradués, mesurant la profondeur et la qualité des changements de comportement du partenaire limitrophe. Chaque marqueur de progrès décrit un changement de relation, d'action ou d'activité. Une fois que nous avons fait ressortir 3, 15 ou 20 marqueurs de progrès, on obtient un aperçu de la complexité du changement. Il n'est pas question d'établir une causalité linéaire. On cherche plutôt à décrire les plus petits changements qui ont lieu au fil du temps. Pas obligé de décrire chacun des changements qui a lieu, mais plutôt les étapes importantes qu'on cherche à identifier. On identifie les marqueurs de progrès grâce à l'observation et lorsqu'on les recueille au courant du processus, ils permettent de reconnaître les changements imprévus qui ont lieu, de se poser des questions sur le travail et sur l'efficacité du travail qu'on effectue, d'identifier le rapport qu'entretiennent vos partenaires limitrophes avec les autres. C'est un processus dans lequel on est impliqué avec les partenaires limitrophes et le but est d'appuyer le plus important changement possible. Your partners are in a process, and what you're trying to do is support the deepest change possible. Je trouve que l'image de l'échelle illustre quand même assez bien l'idée des marqueurs de progrès. On peut arranger les marqueurs de progrès en 3 catégories. Il y a d'abord les marqueurs qui reflètent les résultats auxquels on s'attend. Il y a ensuite ceux qui reflètent les résultats qu'on aimerait bien obtenir. Et enfin, il y a ceux qui reflètent les résultats idéaux. Les marqueurs de progrès qui décrivent les résultats auxquels on s'attend décrivent en principe les premiers changements qu'on observe. Souvent, ils sont en réaction aux activités du projet ou du programme. Lorsqu'il y a une réappropriation du projet de la part des partenaires limitrophes et que les changements dépassent les limites du projet, il est question des marqueurs qu'on aimerait bien obtenir. Et enfin, les marqueurs qui décrivent les résultats idéaux décrivent vraiment des transformations profondes qui ont lieu chez les partenaires. The deepest possible way to the vision or goal of your relationship together or of your project. Idéalement, les indicateurs de progrès sont développés avec la collaboration des partenaires limitrophes. L'idée n'est pas de définir de l'extérieur les changements qui ont lieu chez un autre. C'est un processus participatif où il y a négociation des attentes les uns envers les autres. Pour revenir à l'image de l'échelle, cette image peut avoir tendance à faire croire que le changement est quelque chose de très clair et précis. Mais en réalité, l'échelle n'est pas tout à fait droite. Lorsqu'on entame le processus, on finira par obtenir une histoire du changement. Et on remarquera peut-être que les marqueurs de progrès qu'on avait identifiés au début ne sont pas tout à fait justes et qui devront être modifiés. C'est un processus itératif et si vous recueillez les marqueurs de progrès au courant du processus, vous allez commencer à comprendre la complexité des changements vécus par vos partenaires limitrophes. Avec la cartographie des incidences, tous ces changements qu'on décrit sont les incidences qu'on cartographie.
Bien que ce ne soit pas le seul moyen de saisir les changements qui ont lieu, la cartographie des incidences nous propose l'outil du journal des incidences. C'est simplement un journal de bord dans lequel on enregistre les changements inattendus, les raisons du changement, les acteurs impliqués, les moyens par lesquels les changements ont eu lieu et les leçons à en tirer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, comment et pourquoi, dans le fond. Il y a toutefois certains problèmes qui ont été soulevés par les gens qui se sont servis de la cartographie des incidences. Le premier problème se rapporte aux paramètres de base. Est-ce qu'il est nécessaire d'en établir avant de débuter le processus de cartographie? La réponse simple est oui. Mais en fait, vous avez le choix de documenter ou non, de formaliser en fait les paramètres que vous établissez. Nous sachons qu'il est nécessaire de bien saisir et de bien comprendre le point de départ si nous souhaitons évaluer les changements chez nos partenaires. Mais la qualité, la manière, le format et la fréquence à laquelle vous établissez en fait vos paramètres sont des premiers défis. Ensuite, c'est aussi un défi de s'assurer de bien comprendre la situation, le contexte et les partenaires avec lesquels travaillent vos partenaires limitrophes. Les usagers de la cartographie des incidences parlent maintenant de l'étape zéro et tentent de concrétiser cette première étape de la méthodologie. Peut-être en tant que chercheur, vous aurez tendance à préférer vraiment une étude approfondie, fondée sur des données probantes, pour établir ces paramètres de base. Et bien qu'il n'ait pas de tort à faire cela, j'aimerais seulement vous méfier de trop passer de temps sur cette étude. Des fois, on passe à côté de ce que l'on cherchait vraiment en raison de l'énergie qu'on consacre à la préparation de ces paramètres de base. Le deuxième problème avec la cartographie des incidences, qui a été soulevé par les usagers de l'approche, est celui de la quantité d'informations et de données qui sont fournies. Pensez-y, si j'ai 4 partenaires limitrophes et que chacun de ces partenaires travaille dans 6 contextes différents où nous retrouvons 24 partenaires limitrophes de plus, très rapidement, les partenaires de mes partenaires se multiplient et je me retrouve avec des milliers de marqueurs de progrès. Le but même de la cartographie des incidences se perd dans une montagne de données. L'échantillonnage est donc quasi essentiel avec la cartographie des incidences pour l'évaluation. Il faut presque toujours limiter le nombre de partenaires limitrophes auxquels on s'intéresse et pour faire cela, vous pouvez choisir la méthode d'échantillonnage qui convient le mieux à l'usage projeté de votre évaluation. Enfin, ce qui m'intéresse particulièrement dans le contexte de cette conférence est la possibilité de se servir de la cartographie des incidences en conjonction avec MSC, l'analyse sexo-spécifique et peut-être même d'autres approches en évaluation. Je voulais donc conclure en soulignant que la cartographie des incidences se veut une approche flexible et complémentaire. Il n'y a rien qui vous empêche de déconstruire l'approche, d'en retirer certains éléments, d'en garder d'autres. Nous sommes heureux de partager avec vous nos connaissances, mais ne vous sentez pas limité par cette approche, car ultimement, nous recherchons tous à trouver la manière dont l'évaluation peut améliorer l'efficacité de nos projets. La cartographie des incidences peut aussi vous aider à gérer les multiples agents auxquels vous devez rendre des comptes. La gestion de projet exige qu'on rende des comptes auprès de nos bailleurs de fonds, auprès des gouvernements, auprès de la communauté pour laquelle on gère des ressources et auprès de notre équipe même. J'espère donc que la cartographie des incidences saura vous être utile dans l'articulation de votre mission, mais aussi dans le processus communicationnel entre vous et vos partenaires en vue d'améliorer le travail que vous effectuerez ensemble. Voilà donc la cartographie des incidences en 20 minutes. L'évaluation axée sur l'usage est une approche en évaluation. Elle soutient toutes les autres approches que nous verrons ici au courant des 2 jours qui suivent, mais peut inclure aussi bien d'autres méthodes. Compte tenu du contenu de nos ateliers, nous allons nous tenir aux 3 approches étudiées ici, donc Most Significant Change, la méthodologie d'évaluation sexo-spécifique et la cartographie des incidences.
Le but de l'évaluation axée sur l'usage est d'identifier le ou les usages projetés par le ou les utilisateurs projetés de l'évaluation. Ceci peut paraître comme une évidence, mais il y a énormément de recherches qui démontrent qu'en pratique, ça ne se fait pas toujours. Ça nous est tous sûrement arrivé où nous avons été impliqués dans une évaluation et il n'y a rien de plus qui en est sorti qu'un rapport. C'est une expérience frustrante.